Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Indignité à fustiger Emmanuel Macron qui vous conseille sur un ton railleur des prothèses auditives puisque vous martelez ne pas avoir entendu dans votre meeting Macron assassin. Vous dénoncez une politique minable. En réalité, Éric Zemmour, vous craignez qu'elle ne vous nuise sérieusement, cette polémique ? Alors là, pas du tout. Je vais vous dire d'abord, je ne l'ai vraiment pas entendu. Vous savez, Emmanuel Macron le sait peut-être pas parce que il a jamais fait de meeting en plein air devant 100 000 personnes, mais on n'entend rien. On n'entend rien là où on est, là où l'orateur est. On entend des vagues bruits, des vagues qui partent à droite et à gauche. Passons. Maintenant, sur le fond, parce que il a beau employer un ton railleur qui est très révélateur de son mépris des Français. Parce que je vais vous dire pourquoi des gens ont crié ça. À quel moment ? Je me suis renseigné, j'ai compris. À un moment où, dans le discours, je comptais les malheurs de ces gens qui avaient vu leur vie brisée par le djihadisme. Je parlais de Patrick Jardin et sa fille massacrée au Bataclan. Je parlais de Madame Evelyne Reber, qui a vu son fils se faire tuer par un migrant soudanais clandestin. Je parlais de Madame Monguillot, la femme, vous savez, du chauffeur de bus de Bayonne, qui s'est fait rouer de coups et assassiner par des racailles parce qu'il avait osé leur demander leur ticket de transport. Voyez, Emmanuel Macron se moque des Français et de la souffrance des Français. Il n'en a rien à faire. Les Français, eux, ont une vieille tradition monarchique, ont une vieille tradition étatiste, et ils considèrent que l'État est responsable. L'État est responsable de ce qui leur arrive. Et l'État est responsable de laisser rentrer les uns et de ne pas faire sortir les autres. Donc oui, il y a des cris comme ça qui sont excessifs, évidemment. Excessifs seulement ? Non, mais qui sont... Mais excusez-moi, parce que là, vous êtes en train de légitimer ce qui a été dit. Évidemment qu'il ne faut pas dire cela. Évidemment que vous voyez ce que je veux dire. Je ne le cautionne pas. Mais ce que je dis, c'est que l'important n'est pas là. L'important est que Emmanuel Macron peut se moquer. La vérité, c'est que c'est grave pour lui. C'est pas parce qu'on l'insulte, c'est pas parce qu'on le menace, c'est parce que c'est grave pour ce qu'il est et pour ce qu'il n'a pas fait. Nous allons en parler, vous êtes en train de retourner la polémique malgré tout, Éric Zemmour. Certains remettent en cause votre version, puisque vous avez marqué un temps d'arrêt lors de votre discours, ce qui fait dire à certains que vous étiez au fait de ce qui se criait, ce serait grave. Je vous répète, tous ces gens n'ont jamais fait un discours devant une foule pareille et devant, surtout en plein air. On n'entend pas. C'est-à-dire que je m'arrête, oui, parce que j'entends des vagues bruits. Et donc ça interrompt mon rythme. Donc évidemment, j'essaye de m'adapter. Mais je n'entends pas distinctement ce qui se dit. Et je vous répète, en plus, je vais vous dire, Emmanuel Macron, manifestement, a décidé de se moquer de la souffrance de ces Français qui sont massacrés par des djihadistes, par des clandestins, parce que la France n'a pas fait la politique migratoire qu'il fallait, parce que la justice française n'a pas condamné comme il fallait. Mais on va y venir. Leur colère est légitime, monsieur Zemmour, mais en vous entendant ce matin, j'ai l'impression que vous dites, écoutez, s'ils ont crié Macron assassin, c'est qu'ils avaient une bonne raison. En tout cas, c'est pas qu'il avait une bonne raison, c'est qu'effectivement, il y a des raisons d'être furieux. Il y a des raisons d'être en colère. Et je voudrais vous dire quand même autre chose. Parce que cette polémique est en même temps complètement surdimensionnée. Qu'est-ce que les gens honnêtes et de bonne foi ont retenu de ce meeting ? Ah ça, nous allons en parler, parce que c'est le fond, c'est le plus important. Oui, ce que vous avez dit. Mais si vous voulez, je vais vous dire. Vous savez, j'ai été un journaliste pendant 30 ans. Et pendant cette campagne, et en particulier avec ce meeting, je comprends pourquoi les gens détestent les journalistes. Je le comprends maintenant. Tout simplement simplement pour cela, chère Sonia Mabrouk. Mais vous le dites aussi dans les meetings, Éric Zemmour. Certains disent, est-ce que ce n'est pas vous, finalement, qui attisez cette haine, vous qui libérez cette part sombre, vous qui renforcez ce climat outrancier ? Chère Sonia Mabrouk, est-ce que c'est moi qui ai armé les djihadistes du Bataclan ? Est-ce que c'est moi qui provoque les 1800 agressions par jour. 1800 agressions par jour, Sonia Mabrouk. On s'y est habitué. 130 agressions au couteau par jour. Mais vous vous rendez compte ? Vous savez, on est là à s'accrocher à des mots. Mais il y a des faits. Et les faits, c'est
le fameux ensauvagement dont on parlait il y a quelques mois. Nous allons y venir tout de suite. Les mots ont leur importance. Pourquoi ? Parce qu'ils traduisent aussi une réalité, une colère. Et notre question, Éric Zemmour, ce matin, vous êtes candidat à la présidentielle, c'est comment vous la canalisez ou est-ce que vous l'attisez ? Si nous étions, imaginez-vous, on rembobine le film des événements, là, à l'instant. Nous sommes en direct dimanche. Qu'auriez-vous dit in situ à cette partie de la foule, à vos soutiens, qui ont crié Macron assassin ? Que l'auriez-vous dit ? Vous savez, en général, je les arrête quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas. C'est ce que j'aurais fait. C'est ce que je fais vous aurez quand dit j'entends. Non, c'est indigne, vous ne pouvez pas dire cela. J'aurais rien dit, j'aurais arrêté. Et j'aurais continué pour ne pas comper le rythme. Mais j'aurais arrêté. Comme je fais quand j'entends, c'est-à-dire dans les salles fermées. Dans les salles fermées, on entend mieux. Voilà, c'est comme ça. Vous savez, on n'est pas... Mais encore une fois, je vous dis, je comprends que les médias cherchent à toute force à protéger Emmanuel Macron. Tous les candidats à la présidentielle ont dénoncé. Quand même, moi, je suis traité de tous les noms. Je suis traité de fasciste, de nazi, de juif de service. Ça gêne personne. Je ne vois pas des gens se lever pour dire leur scandale de cette montée aux extrêmes verbale. Non, tout le monde s'en fout. Il y a un deux poids, deux mesures. Emmanuel Macron, bah oui, c'est un deux poids, deux mesures. Quand il s'agit de vous, vous n'entendez pas les condamnations ? Non, des c'est violences, pas ça. Je vous dis, les violences, elles sont beaucoup contre moi. Quand mes militants, chère Sonia Mabrouk, sont agressés, il y en a eu plus de 50, par des antifas, par des extrémistes de gauche, qui s'insurgent ? Qui dénonce ce climat délétère de violence patati et patata ? Qui demande à Jean-Luc Mélenchon, puisque tous ces extrêmes gauches sont proches de lui, qui le demande à Jean-Luc Mélenchon de ne pas le cautionner, de les condamner ? Qui lui demande ? Monsieur Zemmour, quand il y avait l'effigie d'Emmanuel Macron dans le meeting, au cours du meeting de Jean-Luc Mélenchon, beaucoup ont dénoncé ce qui a été fait à l'effigie, la marionnette d'Emmanuel Macron. Quand il y a ce cri de Macron assassin, on vous demande la même chose. Ça nous paraît normal. Contre moi, on ne demande jamais rien. Bon. En tous les cas, c'est important, il y avait du monde au Trocadéro. Merci. Ça, on ne peut pas le nier. Beaucoup de choses ont été dites sur l'assimilation, sur votre vision de la France. Nous allons parler, mais à qui vous vous adressez en priorité, Éric Zemmour ? Est-ce que c'est la fameuse droite Trocadéro, droite conservatrice, plutôt traditionnelle ? C'est à elle que vous parlez en priorité ? Je ne parle à personne en priorité. Je parle aux Français, en général. Je leur donne ma vision de la France. J'ai l'ambition et peut-être la naïveté de considérer que l'élection présidentielle est l'objet d'un échange entre les candidats et la France pour leur parler de la France. Vous voyez, c'est ça l'objectif de la présidentielle. Moi, j'ai toujours compris cela comme ça. C'était l'intention du général de Gaulle, etc. Maintenant, la droite Trocadéro, qu'est-ce que c'est ? C'est une droite de droite qui en a assez d'être trahie par des dirigeants soi-disant de droite qui sont en vérité des centristes. Vous savez, j'ai écrit là-dessus et je peux le constater encore tous les jours. La vérité, c'est que je suis le seul candidat de droite. Madame Pécresse est une centriste qui appellera à voter Emmanuel Macron, comme je l'ai déjà dit, à 20h02. Et Madame Le Pen est une socialiste en économie et qui désormais n'ose pas dire un mot qui déplaise à la doxa médiatique. Donc manifestement, le seul candidat de droite qui ose affronter la doxa médiatique et la gauche bien pensante, c'est moi. Mais malgré ce que vous dites, Monsieur Zemmour, vous êtes passé de l'espoir d'un duel avec Emmanuel Macron à une bataille pour la 4e place. Qu'est-ce qui vous fait croire aujourd'hui, ce matin, ou espérer un vote caché ? N'est-ce pas de la pensée magique ? Non, je dis que je parle avec des sondeurs et ils sont perdus. Ils n'ont jamais été aussi perdus. Ils sont perdus parce que l'abstention, beaucoup plus massive que d'habitude, fausse complètement leurs projections. Par ailleurs, certes, j'ai baissé dans les sondages, je ne le nie pas, mais il y a d'autres signes dans cette campagne. Il y a, encore une fois, l'enthousiasme des meetings. Je suis celui qui fait les plus gros meetings, les plus beaux meetings. Je suis aussi celui qui a les plus grosses audiences télévisuelles. Ça compte. C'est pas. Ça veut dire qu'il y a un intérêt. Vous savez que le meeting dans une urne. Cher. Mais on verra. On verra. Vous savez. On parlait de François Fillon, du meeting de François Fillon au Trocadéro. Il y avait moins de monde que pour moi. Il a fini à 20%. Le meeting de Nicolas Sarkozy en 2012, 27% au premier tour. 48,5% au second. Donc vous voyez, il y a quand même un lien entre l'enthousiasme des meetings et l'urne. L'enthousiasme des meetings, l'audience des télévisions. Regardez, vous savez, le meeting du Trocadéro a été vu par
tout compris, hein, les chaînes d'infos, notre chaîne YouTube, etc. 7 millions de personnes. Bien. Est-ce que vous pensez que 7 millions de personnes vont s'embêter à regarder un discours pendant 1 heure s'ils n'avaient pas un intérêt pour moi? Mais regarder ne veut pas dire adhérer parfois. Dont la question sur le message. Ils sont masochistes alors. Le message, Monsieur Zemmour, le pouvoir d'achat, la crainte de ne pas pouvoir payer ses factures, le carburant qui repart encore à la hausse. Cette thématique a-t-elle définitivement supplanté ce que vous pensiez mettre au cœur de votre campagne, c'est-à-dire les thèses civilisationnelles? En gros, est-ce que la fin du mois, c'est avant la fin de la civilisation pour beaucoup de Français? Je vais vous dire, j'entends cette petite musique depuis plusieurs semaines. Tous les candidats, je dis bien tous les candidats, chacun à leur manière, moi compris, défendent le pouvoir d'achat et s'occupent de la fin du mois. On a tous des mesures, je pourrais vous faire la liste de mes mesures, la baisse de la CSG qui permet une augmentation de 105 €, les primes zéro charge, les travailler plus pour gagner plus, et je suis sûr que les autres candidats seraient capables d'avoir d'autres mesures, parce qu'ils ont aussi d'autres mesures, ils ont aussi réfléchi, je n'en disconviens. Peut-être avant vous, peut-être ont-ils anticipé. Très bien, peut-être avant moi, très bien. Très bien. Elle est perçue comme ça. Non, mais très bien, mais d'accord. Mais en tout cas, nous avons tous des mesures pour le pouvoir d'achat. Le seul candidat qui se soucie de la fin de la France, c'est moi. Et je pense que les Français aussi s'en soucient. Et que, je vais vous dire mieux, que le jour où la France disparaîtra, les fins du mois seront beaucoup plus difficiles qu'avant. Mais que dites-vous, Monsieur Zemmour, un électeur du camp, on va dire national, qui veut voter pour vous, mais qui voit bien que Marine Le Pen fait preuve d'une résistance réelle et d'une dynamique certaine? Que lui dites-vous? Je vais lui dire une chose très simple. D'abord, sur le fond, je pense que je suis le seul qui appliquera vraiment mon programme. Marine Le Pen n'accepte plus de dire les mots. Et quand on n'accepte pas de dire les mots, c'est qu'on refuse d'avance de faire les choses. Maintenant, dans la forme. Imaginez Marine Le Pen est au second tour le 10 avril. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a je dis bien un ralliement venu de la droite LR? Non. Donc, ça va recommencer comme en 2017. La situation est bloquée. Attendez, laissez-moi finir ma démonstration, j'en ai pour 1 minute. Vous appellerez à voter pour elle. Attendez. La situation restera bloquée. Il y aura... Emmanuel Macron va battre Marine Le Pen, comme d'habitude. Et tout va continuer comme avant. Les dignitaires de LR seront soulagés parce qu'ils pourront garder leur boutique. Monsieur Wauquiez se prépare à la récupérer. Et nous allons recommencer comme avant. Qu'est-ce qui se passe en revanche si moi je suis... Vous dites que tout change pour que rien ne change avec Marine Le Pen. Exactement. Et avec vous? Et avec moi, je vais vous expliquer. Le soir du premier tour, il y a des gens comme Éric Ciotti, comme François-Xavier Bellamy, qui l'ont déjà annoncé. D'autres, peut-être Nadine Morano, on verra ce que fera Monsieur Wauquiez, qui appelleront à voter pour moi parce qu'ils ne pourront pas appeler à voter pour Monsieur Macron. Et donc LR explosera. Et à partir du moment où LR explosera, d'ailleurs c'est la grande crainte des dignitaires de LR, vous le voyez dans tous les articles de journaux, la recomposition de la droite s'engagera. Et nous ferons un grand mouvement avec une alliance avec le Rassemblement National, avec une alliance avec les gens de LR qui seront pas partis chez Monsieur Macron. Ça a déjà commencé tout cela. Hein. Nous verrons. Et donc il y aura une vraie recomposition de la droite. Et là, on pourra, dans l'entre-deux tours, envisager un affrontement sérieux avec M. Macron. Il faut faire la campagne du premier tour. Mais oui, non, mais vous me dites qu'est-ce que vous dites à un électeur de droite? Je lui dis, s'il veut que rien ne change, s'il est satisfait de la situation politique, du paysage politique d'aujourd'hui et de M. Macron au pouvoir, il faut qu'il vote Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est la garantie or d'Emmanuel Macron et du système des partis à droite. S'il veut que tout change, s'il veut renverser la table, s'il veut qu'on ait une chance de battre Emmanuel Macron et aussi de recomposer cette droite de façon enfin unifiée, il faut qu'il vote pour moi et que je sois au second tour. J'ai répondu à votre question. Depuis le début de l'entretien, vous avez dit que vous êtes le candidat qui va appliquer son programme. Vous avez dit que vous êtes le candidat de l'Union des droites, on l'entend de plus en plus souvent. Mais vous avez rarement dit, sinon jamais, que vous serez le candidat du rassemblement, qui peut faire nation. Vous voulez dire le rassemblement des Français? Oui. Peut-être que vous n'y pensez pas. C'est pas ça, c'est que je pense... Ça m'a interpellé en vous écoutant depuis tout à l'heure. Pas du tout, je vais vous répondre. Je pense que un candidat doit montrer
ce qui les différencie des autres, doit être loyal avec l'opinion, avec l'électorat, pour que celui-ci sache pour qui il va voter. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis le candidat du réel et de la vérité. Je ne me cache pas. Je n'ai pas passé toute ma vie à mentir. Je ne suis pas un politicien professionnel. Donc, je dis les choses aux électeurs. Ils choisissent librement. Ils m'aiment, ils ne m'aiment pas. Mais dans un pays divisé, fracturé, est-ce qu'à la fin, l'objectif est de rassembler? Mais ma chère, quand vous êtes président de la République, vous rassemblez. Parce que vous êtes président de la République. Comme ça ne se décrète pas, le rassemblement, ça se construit, monsieur Zemmour. Mais bien sûr qu'aussi. Le général de Gaulle qu'on donne en exemple. Le général de Gaulle qu'on donne en exemple tout le temps. Est-ce que vous croyez qu'il n'a pas divisé ? Il a tellement divisé qu'il y a des gens qui voulaient l'assassiner. Autre période, autre circonstance. Non, pas du tout. Par un homme qui a fait l'histoire. Est-ce que vous croyez qu'il n'a pas divisé sur la guerre d'Algérie ? Est-ce que vous croyez qu'il n'a pas divisé sur la sortie de l'OTAN, enfin du commandement militaire intégré ? Est-ce que vous croyez qu'il n'a pas divisé sur la politique vis-à-vis d'Israël en 67 ou en mai 68 ? Il a divisé. C'est la démocratie, la division. Après, quand le président est élu par 51 ou 50,01%, il rassemble. C'est ça la logique de la Ve République, la logique monarchique de la Ve République, et le général de Gaulle l'a fait comme ça. Donc je fais exactement la même chose. On va continuer à en parler sur ce sujet et d'autres. Éric Zemmour est notre invité ce matin pour le format présidentiel. Effectivement, jusqu'à 9h. Et Mathieu Bock-Côté nous rejoint dans un instant, 8h29. Mathieu Bock-Côté nous a rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour. À vous l'honneur. Alors, il y a dans votre discours une dimension tragique, c'est-à-dire la France pourrait disparaître. Et c'est maintenant ou jamais qu'il est possible de la redresser. La politique, quoi qu'on en dise, vient avec la possibilité de la défaite, donc vous pouvez l'emporter, mais il se pourrait aussi que vous perdiez. Est-ce qu'avec votre discours, c'est maintenant ou jamais? Et si ce n'est pas maintenant, ça sera jamais vraiment? À tous les milliers de jeunes, il y en a quand même beaucoup qui vous suivent. Est-ce que vous leur dites, finalement, si ça ne fonctionne pas cette fois, ça ne fonctionnera jamais? On abandonne finalement. Baroud d'honneur. Non, je ne dis pas du tout qu'on abandonne, je dis simplement, je préviens simplement les Français que ce que j'annonce, c'est-à-dire ce que j'appelle le Liban en grand, sera l'avenir de la France si je ne suis pas élu président de la République. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron est élu, nous aurons encore 2 millions d'immigrés légaux en plus, sans compter les clandestins. Nous aurons une aggravation, une accentuation de ces enclaves étrangères innombrables déjà en France. Et le pays va devenir un Liban en grand avec les conséquences de cette libanisation, c'est-à-dire la corruption, la misère, l'islamisation, et donc l'affrontement de bandes ethniques, etc. J'annonce cela, et je sais que cela va arriver, et donc je préviens simplement les gens, les Français en particulier. Vous savez, les jeunes, vous avez raison, il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent, mais je voudrais, moi, et c'est ce que j'ai fait dans mon discours, parler aux gens les plus âgés. C'est-à-dire que les gens qui ont des enfants, les gens qui ont des petits-enfants, et je leur dis, quelle France allez-vous laisser à vos petits-enfants ? Vous avez connu une France dorée, vous avez connu une France en paix, prospère, respecté dans le monde entier. Il suffit de se souvenir Notre-Dame lors des obsèques du général de Gaulle en 1970. Le monde entier était là. Le président américain Nixon venant spécialement. Vous voyez ce que je veux dire ? Je comprends votre... Et cette génération-là va laisser une France délabrée, ruinée, et simplement islamisée. Voilà ce que je dis. Je dis ça aux gens âgés. Quelle France vous allez laisser à vos petits-enfants ? Je comprends très bien votre réponse, mais permettez-moi d'insister sur la question. À tous les gens qui vous suivent et qui ont 20 ans, qui ont 25 ans, qui ont 30 ans, vous leur dites globalement, si je perds, parce qu'il est possible que vous perdiez, ça fait partie du jeu démocratique. Bien sûr. Si je perds, la France est perdue. C'est ce que vous leur dites. Je leur dis, si je perds, la France est perdue, sera vouée à ce que j'ai annoncé, et d'ailleurs ils le savent. Vous savez, si ces jeunes m'ont rejoint, c'est qu'ils ont conscience de l'urgence. Vous savez, je vais vous donner un exemple. J'ai un jeune homme de Grenoble, que je ne connaissais pas, qui est venu me voir il y a quelques semaines et qui m'a raconté sa vie depuis son adolescence. Je vous la raconte en 2 mots, pour que vous compreniez. Depuis qu'il a 15 ans, qu'il a 14 ans, qu'il a 16 ans, il se fait régulièrement agresser et tabasser par des bandes de racailles qui l'insultent pour rien et qui l'envoient à l'hôpital régulièrement. Il a 25 ans aujourd'hui. Lui sait
ce que c'est que déjà la France vouée aux bandes et la France islamisée. Mais Il le Zemmour, sait. pardonnez-moi, Et il y a des milliers, pardonnez-moi, il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de jeunes qui le savent. Je me permets de reformuler la question de Mathieu de manière très terre-à-terre. Autrement dit, si vous perdez au soir du premier tour, ou même si vous accédez au second mais que vous perdez, est-ce que Reconquête, il y aura une aventure législative? Est-ce qu'Éric Zemmour sera candidat aux élections législatives? Il y a deux choses différentes. Oui, à quoi sert Reconquête si tout est perdu? Non, attendez. Il y a deux choses différentes. On se place pas sur le même plan. Il y a le plan politique. Plan politique, nous avons en 4 mois, ce qui a sidéré tous les observateurs honnêtes, constitué un parti de 120 000 adhérents. Ça s'est jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Ces gens-là, je ne vais pas les abandonner. On va continuer le combat politique et démocratique. Ça, c'est une chose. Ce que je dis, moi, c'est que si je ne gagne pas, voilà les conséquences de ma défaite. Elles ne sont pas à la hauteur d'une défaite traditionnelle. Ce que je dis, vous savez, dans les années 70, pour les combats entre Mitterrand et Giscard, on disait c'est un enjeu de société. Bon, très juste, parce que c'était entre le socialisme et le libéralisme, peu importe. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave. C'est un enjeu de civilisation. C'est-à-dire que soit nous conservons notre civilisation, soit nous conservons la France telle que nous la connaissons, telle que nous l'avons connue, telle que nous voulons la transmettre à nos enfants, héritée de la civilisation gréco-romaine et chrétienne, soit nous passons dans un autre univers. C'est-à-dire qu'en 2050, nous aurons une population à majorité musulmane et nous aurons africaine. Et donc nous serons dans un autre monde, ce sera le cas de le dire, dans un autre continent, dans une autre civilisation. Il y aura toujours écrit République française, mais ça ne sera plus la même chose. Vous savez, c'est l'histoire du couteau. Vous connaissez la parabole du couteau. Si on change le manche, et qu'on change la lame, on appelle ça toujours couteau, mais ce n'est plus le même couteau. Alors, imaginons que vous remportez le premier tour et plus encore le deuxième. Scénario victoire Zemmour. La conquête du pouvoir est une chose, l'exercice du pouvoir en est une toute autre. Vous êtes bien conscient, je devine, que si vous l'emportez, vous allez avoir non seulement la résistance de l'opposition, ce qui est inévitable, mais d'une partie des médias, de la société civile, des institutions européennes. Autrement dit, gouverner, la prise du pouvoir sera peut-être même plus simple qu'appliquer ne serait-ce que le début du quart de huitième de votre programme, vu la résistance qu'il pourrait susciter. Il y a toujours des résistances. Vous croyez pas qu'elle risque d'être un peu plus grande pour... Oui, bien sûr, vous avez raison. Parce que c'est un renversement. Vous avez raison, moi je renverse la table. Je ne me permets pas, c'est ce que j'ai dit depuis le début de la campagne, les autres veulent réformer la France. Moi je veux la sauver. Il n'est plus temps de réformer la France, il faut la sauver. Et donc évidemment, vous avez raison, il y aura de plus grandes résistances. Mais d'abord, les institutions de la Ve République sont faites pour cela. Je vous rappelle que la Ve République est faite pour arracher le pouvoir, déjà à l'époque, aux parlementaires. Et ce que le général de Gaulle appelait le système des partis. Aujourd'hui, c'est différent. Il faut arracher le pouvoir au système des partis, mais aussi au gouvernement des juges, mais aussi aux technocrates européens. Vous avez tout à fait raison. C'est un autre contexte. Mais la Ve République est faite pour ça, et j'appliquerai strictement la Ve République. Les institutions de la Ve République sont faites pour redonner le pouvoir au peuple contre des élites. Vous savez, le général de Gaulle disait les notables et les notoires. Alors, à l'époque, c'était les parlementaires. Aujourd'hui, c'est les juges et les technocrates européens. Mais c'est la même logique. Et donc, vous savez, il y a une administration. L'administration, je pense, à part quelques personnes, est loyale et elle appliquera le programme des gens élus, évidemment. Et évidemment, il y aura des résistances, mais nous les vaincrons. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut... Pour les vaincre, il faut que le peuple donne un mandat clair pour le changement radical. Et en cela, il faut qu'il vote pour moi. La question de l'Union des droites, permettez-moi d'y revenir simplement un instant. Vous êtes le candidat de l'Union des droites, on l'a compris. Le fait est qu'aujourd'hui, les droites n'ont jamais été aussi divisées qu'en ce moment. C'est-à-dire que vous espériez les rassembler. Aujourd'hui, entre le pôle Pécresse, droite libérale, le pôle de Marine Le Pen, doit-on pourrait dire plus populiste, et le vôtre, national conservatrice, choisissez l'étiquette qui vous convient. À travers cela, les droites n'ont jamais été aussi divisées. La rhétorique est de plus en plus violente l'un contre l'autre. Comment rassembler ces gens qui, aujourd'hui, sont dans une logique de guerre civile des droites? Pardonnez-moi. Moi, je considère qu'il n'y a pas des droites. Je suis la seule droite.
Je vous le répète. Attendez. Je vous le répète, Madame Pécresse est une centriste. Madame Le Pen est une socialiste en économie. Monsieur Zemmour, comment vous le décrétez? On ne décrète pas qu'on est le candidat, c'est parce que vous le voulez que vous l'êtes. Tout simplement, je suis le seul à le revendiquer. Oui, c'est une chose, mais est-ce que vous l'êtes? Je finis. Et quand vous dites l'union des droites, je l'ai déjà commencé. Moi, je vois autour de moi, le lundi matin, lors du comité politique de reconquête, qu'est-ce que je vois? Et vraiment, je vais court. Je vois Guillaume Pelletier qui vient de LR. Je vois à côté de Nicolas B qui vient du Rassemblement National, à côté de Marion Maréchal qui vient du Rassemblement National, à côté de Philippe de Villiers qui fut ministre de Jacques Chirac. Je vois monsieur Jean-Frédéric Poisson qui fut également à côté avec LR. Je vois Stéphane Ramé qui vient du Rassemblement National. Éric Ciotti, Nadine Morano. Attendez. D'ailleurs, vous parlez beaucoup en leur nom. Hein. Non, attendez. Je ne parle pas en leur nom, non, je ne me permettrai pas. Ce que je dis, c'est que ce rassemblement des droites, je l'ai déjà commencé. C'est tout ce que je dis. Je suis le seul à le faire, vous m'accordez ça au moins. Qu'il n'y a pas des gens du Rassemblement National chez Madame Pécresse et qu'il n'y a pas des gens de LR chez Madame Le Pen. Donc, ça c'est une première chose. La deuxième, c'est que je dis, au soir du premier tour, si Madame Le Pen était au second tour, rien ne bouge. En revanche, si je suis au second tour, il y a des gens qui l'ont déjà annoncé, ce n'est pas moi, Monsieur Ciotti, Monsieur Bellamy, et je pense d'autres, voyez, Monsieur Sébastien Meurant nous a rejoint là il y a quelques jours, sénateur LR. Donc ça va continuer après, parce qu'il y a des gens, j'interroge Madame Morano, j'interroge Monsieur Wauquiez, pourront-ils appeler à voter pour Monsieur Macron? Je ne pense pas. En revanche, ils pourront appeler à voter pour moi, car d'autres leurs collègues, je le répète, l'ont déjà fait. Éric Zemmour, on marque une courte pause. Éric Zemmour est l'invité d'Europe Matin jusqu'à 9h. Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk sont autour de la table avec moi. Question d'actualité pour vous, Éric Zemmour. Des petits foyers d'ébullition en France ces derniers temps, pour des raisons diverses. Je pense à la Corse notamment. Je pense aussi à ce qui s'est passé à Sevran ce week-end avec cette attaque spectaculaire d'un bus ramené dans une cité par une bande qui a ensuite mis le feu. Que vous inspirent ces foyers de violence qui ne sont pas de même nature, je le répète. Non, bien sûr. Mais vous savez, c'est ce que je dis depuis le début de la guerre en Ukraine. Les crises s'accumulent, elles ne s'annulent pas. C'est-à-dire que la guerre en Europe, à l'est de l'Europe, est très importante. Vous voyez, c'est pas rien, mais ça n'annule en rien la désintégration de notre pays. Et les deux événements que vous évoquez est typique de la désintégration de notre pays. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est le même sujet, si je puis me permettre. La Corse, c'est un djihadiste qui tue en prison Ivan Colonna parce qu'il a blasphémé. Et donc, ça prouve que le djihad continue même en prison en France. Et les Corses se révoltent contre l'impuissance de l'État et plus profondément. J'ai discuté avec des amis corses, je comprends bien cette mentalité parce que je dis toujours les Corses sont un peuple romain et moi je me sens très proche d'eux. Bien, mais évidemment vous dénoncez mais c'est toujours mieux de le rappeler, évidemment toutes les violences. Je ne suis pas pour la violence, État français assassin. Mais évidemment, mais vous voyez, pourquoi il y a cela en Corse? Parce que la France n'est plus respectée par eux. La France n'est plus, je dirais même, admirée par eux. Et les Corses sont un grand peuple impérial. Les Corses sont un grand peuple romain. Ils ont besoin d'admirer. Mais la France, et comme ils n'admirent plus la France, aussi, parce que la France est décadente, ils veulent se séparer de la France. C'est pareil pour Sevran. Qu'est-ce que c'est Sevran? Sevran, c'est une de ces enclaves étrangères que je décris depuis des années, où en vérité, la République française n'est plus chez elle, où il y a une autre loi, un autre droit qui règne, et qui est appliqué par des milices qui sont les caïds de la drogue, etc. Avec une autorité morale qui n'est plus la République française, mais les imams. On le sait tout ça. Et donc régulièrement, quand il y a un affrontement entre la police et ces bandes, si jamais il y a une victime, c'est toujours regrettable, mais ça aurait pu être de la part des policiers qui sont pris et qui sont agressés en permanence, tout de suite, on se révolte, etc. Toutefois, Éric Zemmour, vous ne faites pas le parallèle, j'imagine, entre, vous avez dit, il y a des enclaves donc étrangères, il y a ce dont vous parlez, la Corse c'est autre chose. Je vous entends dire, est-ce que
vous, derrière l'autonomie, vous êtes prêt à aller plus loin sur ce sujet? Non, mais moi je ne suis pas... Parce que vous dites, vous comprenez les revendications. Non, je comprends leur désamour de la France. Parce qu'ils aiment la France quand elle est grande et respectée. C'est tout ce que je dis. Je pense que cette histoire d'autonomie annoncée par Darmanin et par le gouvernement est un rideau de fumée. C'est un rideau de fumée politicien pour faire oublier les faits. Il n'y avait pas de revendication institutionnelle. Quand il y a eu un référendum pour un régime spécial en Corse, les Corses ont refusé. On l'a oublié. Parce que le gouvernement leur a quand même imposé ce régime spécial. Vous savez qu'ils ont le département et la région dans la même structure administrative. Peu importe. Mais les Corses avaient refusé. Majoritairement, ils voulaient être dans la France comme un département normal et comme une région normale. Bon, le résultat serait-il même si le vote avait lieu aujourd'hui aussi, bien sûr, mais moi je le pense aussi. Ouais. Je pense que les Corses veulent défendre... C'est une question... Je pense que la question de l'identité se pose aujourd'hui de façon poignante. Les Corses veulent défendre leur identité corse parce qu'ils pensent que l'identité française n'est plus respectée. Donc ils se disent, bon, au moins, on défend notre identité corse, puisque la France ne fait plus respecter son identité. Que pensez-vous de cette polémique née dimanche, lorsque est entendue la Marseillaise chantée dans le camp de CRS à Furiani, au moment des funérailles d'Ivan Colonna, ce qui est pris par des militants nationalistes qui se rendent sur place comme une insulte. Comment vous réagissez, vous, à cette histoire-là? Je vous dis, je pense vraiment que les Corses se sentent intensément français quand ils admirent la France. C'est comme ça. Je vous dis, franchement, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai discuté avec beaucoup de Corses, d'intellectuels corses, et ça m'a conforté. Moi, j'avais une vision un peu romantique de la Corse, puisque pour moi, c'est la patrie du grand Napoléon. Mais ça ne choque pas qu'on prenne le chant de la Marseillaise comme une insulte? Non, comprenez-moi. Évidemment que ça me choque. Moi, je chante à plein poumon la Marseillaise et à chaque fois, j'ai la larme à l'œil quand je chante la Marseillaise ou quand j'entends la Marseillaise. Mais j'essaye de comprendre les choses. Moi, j'essaye de comprendre. Et je dis, voilà pourquoi les Corses se sentent moins français. Parce qu'ils estiment que la France n'est plus grande, n'est plus respectable, parce qu'elle est envahie, colonisée. Mais si je comprends bien votre logique, en gros, les Corses se replient, entre guillemets, sur une identité régionale forte parce que l'identité nationale française n'est plus assez forte. C'est ce que vous nous expliquez. Absolument. Et ils le renoueront avec la France que si la France redevient forte. Exactement. Non. Donc, est-ce que vous êtes optimiste ou négatif? Moi, vous savez, si je deviens président de la République, je pense que les Corses, de nouveau, se sentiront fiers. Et vous ne confondez pas une minorité, on pourrait dire autonomiste ou indépendantiste en Corse, et l'immense majorité en Corse qui ne partagent pas nécessairement ces griefs? Il y a, bien sûr, il y a toujours eu une minorité autonomiste, indépendantiste, ça a toujours existé en Corse depuis toujours. Mais je pense qu'il y a une majorité de Corse qui est attachée à la France. Mais encore une fois, elle exprime... Vous savez, je pense que ce qu'expriment les Corses, c'est-à-dire pas ce désamour de la France, mais même ce désespoir de la France, est en fait le lot de tous les Français. Tous les Français ont mal à la France, parce qu'ils sentent que la France est en train de s'en aller. Ils sentent que la France est en train de se désintégrer, et donc ils souffrent. Ils souffrent de la France. C'est le sens de ma candidature, de ne plus souffrir de la France. De nouveau, vous savez, on me dit ça tout le temps dans les gens que je rencontre. Vous nous rendez la fierté d'être Français. Oui, il faut de nouveau être fiers d'être Français. Nous n'avons pas à avoir honte d'être Français. Nous avons une des plus grandes histoires du monde. Nous avons toujours fait partie des grands de ce monde. Nous avons imprimé notre marque sur l'histoire de l'humanité et nous devons continuer à le faire. Éric Zemmour, dans l'actualité également, le rapport sénatorial sur le recours du gouvernement à des cabinets de conseil pour de multiples missions. Le rapport insiste sur le fait que le volume financier consacré à ce recours aux consultants a plus que doublé en l'espace de plusieurs années. C'est le cabinet McKinsey qui devient un petit peu l'entreprise paratonnerre dans cette affaire-là. Quel commentaire cela vous inspire? Un président Zemmour utiliserait-il des consultants, des cabinets de conseil? Non, je pense que nous avons des hauts fonctionnaires qui peuvent très bien faire ce travail. Je pense surtout, je vais vous dire, je pense que ça pose deux problèmes connexes mais différents. Le premier problème, c'est qu'effectivement, le gaspillage de fonds publics. C'est-à-dire que Emmanuel Macron paye grassement des cabinets américains pour faire un travail que la haute fonction publique devrait faire. Mais il n'a plus confiance dans la haute fonction publique. Il veut d'ailleurs sabrer les statuts de la haute fonction publique, les préfets, les ambassadeurs. Il a supprimé l'ENA d'un trait de plume. En vérité, il veut détruire ce qu'il a fait roi, c'est-à-dire la haute fonction publique. C'est un comportement assez immature, habituel chez les adolescents, que de détruire ce qu'il a fait. Maintenant, il y a une
une deuxième chose qui est beaucoup plus grave, c'est que d'abord, McKinsey est un groupe américain. Donc ça veut dire qu'on donne aux Américains des informations précieuses sur la haute administration française, sur la politique de la santé, puisque McKinsey s'est occupé de la politique de la santé, sur d'autres secteurs. Ça ne le gêne pas manifestement. D'ailleurs, il a même donné les informations de la défense sur un cloud à un grand groupe américain aussi. Ça ne le gêne pas, Monsieur Macron. Lui, donner ces informations secrètes aux Américains, ça ne le gêne pas. Et on comprend mieux quand on sait deux choses. D'ailleurs, d'abord, que ce fut lui qui a donné sans gêne, qui a vendu Alstom à General Electric, alors qu'il y avait des éléments précieux pour notre souveraineté nucléaire, comme le... Mais on dirait que vous lui prêtez un défaut de patriotisme. Non, mais c'est important quand même. Je me permets de vous interrompre, monsieur Zemmour. Je lui prête, oui, absolument, une soumission aux États-Unis. C'est une accusation. Absolument. Il vous prête la même soumission à la Russie. Et j'ai pas fini les accusations. Et je n'ai pas fini les accusations, si vous me laissez 2 minutes. Je dis effectivement qu'il a une soumission aux États-Unis qui est coupable. Pour Alstom, je rappelle que General Electric nous a fait du chantage. Je me permets. Attendez, êtes-vous le mieux placé sur ce sujet pour dénoncer une soumission aux États-Unis ? Madame Sonia Mabrouk, General Electric nous a fait du chantage avec EDF pour pouvoir simplement négocier un contrat parce que ils avaient les turbines Arabelle qui déterminent notre politique nucléaire et notre politique nucléaire militaire. Je finis. La dernière chose que je voudrais dire, les gens de McKinsey ont travaillé gratuitement pendant la campagne électorale de M. Macron en 2017. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'ils ont participé à cette campagne de façon gratuite et je pense qu'on pourrait aujourd'hui justement accuser M. Macron d'avoir renvoyé l'ascenseur et d'avoir fait donner de l'argent public au groupe McKinsey parce que les gens de McKinsey ont travaillé pour sa campagne. Éric Zemmour, moi je vous interromps parce que soumission contre soumission, vous savez, tout de suite on va vous renvoyer alors une supposée soumission, une poutinophilie, vous en êtes défendu depuis un certain temps. Moi, je vais vous dire, d'abord je ne suis pas au pouvoir, premièrement. Vous aspirez ça fait une différence. Deuxièmement, je ne suis absolument pas soumis à M. Poutine. Je suis simplement dans la ligne de la politique française qui est de toujours tendre la main aux Russes et de considérer que la Russie fait partie de l'Europe. C'était la politique du général de Gaulle, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy et même, je vous rappelle, d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, en 2018, reçoit Vladimir Poutine à Brégançon. Vous revoyez tous l'image de M. Poutine avec un bouquet de fleurs pour Brigitte Macron sur son lieu de vacances et ensuite il fait un grand discours devant les diplomates, devant le Quai d'Orsay, pour leur dire « Je sais que chez vous, il y a des gens qui ne supportent pas la Russie, il va falloir changer d'état d'esprit. » C'est M. Macron. Est-ce qu'on l'accuse aujourd'hui de soumission à M. Poutine ? Bon, on terminera sur cette question rhétorique. Merci Éric Zemmour d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci.